Sí, sí. Su atención, por favor, estimado público, estimados asistentes. Disculpen el retraso, todos los astronautas lunares cuando regresan a Tierra se desorientan, acaban un poquito mal. Bueno. A continuación, tenemos a nuestro ponente, Carl Ludwig Klein, investigador en física del Sol, OBSMPM Lesia, nacido en Alemania y doctorado en la Universidad de Bonn. Trabaja en el Observatorio de París en la física del Sol y las relaciones Sol-Tierra. Su tema principal de investigación es la aceleración de partículas a altas energías en la corona solar, usando para ello instrumentos de radioastronomía y detectores de neutrones. Compagina estas investigaciones con la formación de adultos en astrofísica en el Observatorio de París. Ha impartido cursos de astrofísica, física de plasma e historia de la astronomía en la Universidad de Orleans. El título de la conferencia es Aproximarse al Sol para comprender mejor la corona solar y las relaciones Sol-Tierra. S'approcher du Soleil pour mieux comprendre la couronne solaire et les relations Soleil-Terre. Con vosotros, Carl Ludwig Klein. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci beaucoup de m'avoir convié à votre réunion. C'est un grand honneur pour moi d'être ici, un plaisir de découvrir ce côté-là des Pyrénées et d'être salué par quelqu'un qui est revenu exprès de la Lune juste pour me saluer. Merci beaucoup de votre accueil. Je voudrais vous parler du Soleil et de nouvelles opportunités qu'on aura dans les années à venir grâce à des sondes qui s'approchent du Soleil pour comprendre certains aspects de la couronne, du vent solaire, des couches extérieures du Soleil. Le Soleil a beau être une étoile proche, c'est une étoile qui nous révèle beaucoup d'éléments d'astrophysique et nous sommes loin d'en connaître tous. Nous avons des questions et je vais essayer de vous expliquer un peu par l'histoire, un peu par le présent, quelles questions nous nous posons et comment nous espérons avancer dans les années à venir sur ce sujet. Alors, la sphéricité du Soleil n'est pas une question. Le Soleil est une sphère et ici sur l'écran, on a un petit problème de communication entre mon ordinateur et le projecteur. Donc ne voyez pas dans cette forme du Soleil une allusion au championnat de rugby qui est en cours. Le Soleil que nous connaissons est une boule de gaz sphérique avec une température de 6000 degrés. C'est ce qu'on appelle la photosphère. Donc nous voyons à l'œil ce Soleil-là. 6000 degrés, c'est une température assez élevée. À ce moment-là, à cette température-là, la matière est gazeuse et le gaz que nous voyons là est très largement l'hydrogène, l'élément le plus simple que nous trouvions dans la nature. Mais quand nous voyons une éclipse solaire, nous voyons autre chose. Nous voyons qu'il y a quelque chose au-dessus de la photosphère. Il y a un gaz très dilué que nous ne voyons pas en temps normal. Et ce gaz, c'est la couronne. Et elle semble aller assez loin. Cette belle photo, ce beau cliché d'éclipse montre que ça va assez loin du Soleil. Et on peut se demander jusqu'où. Et c'est un des sujets dont je voudrais parler. Mais avant de faire cela, le Soleil est un objet d'astrophysique. Nous nous intéressons au Soleil parce que nous voulons comprendre comment fonctionne un astre, une étoile, l'étoile la plus proche que nous pouvons étudier avec beaucoup de détails. Mais l'étoile est proche et à ce moment-là, nous sommes aussi soumis en tant que terriens à certaines émanations de cette étoile. Et c'est ça les relations Soleil-Terre. Par exemple, le Soleil émet des rayons X et ultraviolets. Et si nous n'avions pas d'atmosphère, si la Terre n'avait pas d'atmosphère, elle serait exposée à ces rayons X et ultraviolets qui sont extrêmement dangereux pour nous et la vie n'aurait pas pu se développer sur Terre. Les rayons X et ultraviolets sont absorbés par l'atmosphère de la Terre, par la haute atmosphère de la Terre,
Mais puisqu'ils sont absorbés, ils donnent quelque chose à l'atmosphère de la Terre, ils chauffent l'atmosphère de la Terre, ils la font s'étendre en période de très fortes émissions X et ultraviolets, et cela affecte les orbites des satellites qui sont autour. Donc le Soleil, pas le Soleil visible, mais la couronne solaire qui émet en rayons X, va aussi avoir un effet sur l'atmosphère, sur la haute atmosphère et sur la technologie que nous y mettons. Le Soleil a aussi une autre émanation, et nous allons en parler, c'est ce qu'on appelle le vent solaire. En fait, la couronne que nous voyons lors d'une éclipse s'écoule en continu dans l'espace interplanétaire et emplit tout l'espace interplanétaire. Ce gaz interagit aussi avec la Terre. La Terre a un champ magnétique. Ce champ magnétique empêche le gaz d'entrer directement parce que ce gaz est électriquement chargé, mais il peut entrer par les régions polaires. Il peut affecter la haute atmosphère dans les régions polaires par l'ionisation, ça arrache des électrons. Et quand on arrache des électrons, on crée des électrons libres. Et ces électrons libres affectent la propagation d'ondes radio dans l'atmosphère. Donc, une variabilité des particules à ce niveau-là va créer des absorptions temporaires d'ondes radio, ce qui nous intéresse parce qu'avec ces ondes radio, nous communiquons par exemple pour le GPS avec les satellites. Et donc, un deuxième effet du Soleil sur la technologie que nous utilisons de façon croissante. Et le troisième effet est que le vent solaire va aussi comprimer le champ magnétique de la Terre, modifier parfois le champ magnétique de la Terre, et de cette façon induire des courants électriques, les courants électriques qui circulent dans les régions polaires, dans la croûte de la Terre. Et ceci a des effets sur les lignes de haute tension, par exemple, dans les régions au pied de ces lignes de champ. Et au pied de ces lignes de champ, dans l'hémisphère nord, c'est le Canada, c'est le nord des États-Unis. Il y a là encore des effets que le Soleil exerce sur la technologie et éventuellement sur notre vie quotidienne. Donc, ces relations Soleil-Terre, on voudrait aussi être capable de les comprendre mieux, de les prévoir, éventuellement de se protéger contre ces relations-là, mais d'abord de les prévoir. Donc le Soleil a un intérêt pour nous à double titre, astrophysique et par ses applications, par ce qu'on appelle la météorologie de l'espace. Tout se passe à l'origine dans la couronne, et donc nous allons parler de la couronne et essayer de comprendre ce que c'est ce gaz étendu qui fait une si jolie image lors d'une éclipse totale du Soleil. Alors quand un astrophysicien se demande en quoi est constituée la matière, il fait de la spectroscopie. Il ne peut pas aller là où ça se passe et mesurer directement. On va voir que pour le Soleil, on s'en approche quand même. Mais notre première approche, c'est la spectroscopie. C'est la décomposition de la lumière par un prisme ou par un réseau, par un dispositif dans nos télescopes, qui décompose la lumière blanche dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce n'est pas par hasard qu'on dit les couleurs de l'arc-en-ciel. Les gouttelettes d'eau dans l'atmosphère de la Terre sont un prisme naturel et décomposent la lumière du Soleil en couleurs élémentaires qui vont du rouge vers le bleu-violet. Quand on regarde un spectre du Soleil, donc quand on regarde le Soleil au travers d'un prisme et d'un télescope, on voit cela. On voit donc ce qu'on voit dans l'arc-en-ciel, à savoir la distribution continue des couleurs entre le rouge et le violet, mais on voit en plus ces raies noires, des raies d'absorption qui nous disent deux choses. Premièrement, au-dessus de la couche visible de 6000 degrés qui émet toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a un gaz plus froid que 6000 degrés, ça va jusqu'à 4000 degrés. Et ce gaz froid absorbe, et les raies, là où c'est absorbé, ce n'est pas absorbé dans toutes les couleurs, mais dans certaines couleurs, les raies nous donnent l'information sur les éléments chimiques.
Et c'est comme cela que l'astrophysicien, ou les astrophysiciens, savent depuis le 19e siècle que la matière dans l'univers, même dans des astres lointains, est la lumière qu'on connaît dans les laboratoires terrestres. On va voir que parfois on s'est posé des questions si c'est vraiment le cas. Quand on regarde la couronne, on va donc essayer de comprendre en quoi elle est composée en faisant de la spectroscopie. D'accord. Et voilà un spectre lors d'une éclipse. Maintenant, il y a deux changements. Tout à l'heure, on a vu des raies noires sur un fond coloré. Parce qu'on a regardé devant le disque du Soleil, on a une lumière extrêmement intense du disque du Soleil, de la couche visible du Soleil, et on a un gaz au-dessus qui est plus froid, qui absorbe. Maintenant, on regarde sur le bord, on n'a pas de gaz brillant derrière, et les gaz qui sont dans la couronne vont donner des raies d'émission. C'est courbé ici, tout à l'heure c'était droite, c'était une question technique, je ne vais pas aller dans les détails. Et quand on regarde les raies spectrales, on voit donc quelle est la composition de la photosphère, et Janssen, astronome à l'observatoire de Meudon, qui est le fondateur de mon observatoire, disait à la fin du 19e siècle, nous avons 450 raies qui ont été identifiées, nous voyons des éléments comme le fer, du calcium, l'hydrogène a récemment été identifié, disait l'oxygène aussi. Donc on voit tous les éléments qu'on connaît de la Terre, ou on voit beaucoup d'éléments qu'on connaît sur la Terre. Lors d'une éclipse, donc l'astronome américain Young décrivait son impression éblouissante lors de la phase de totalité de l'éclipse. Tout d'un coup, toutes les raies d'absorption qu'on voit dans la photosphère disparaissent parce que la Lune occulte le Soleil et on voit apparaître les raies d'émission. Et Janssen encore dit, toutes ces raies nous montrent que au voisinage du Soleil, il y a de la matière. Il n'y a pas le vide, le Soleil n'est pas à l'intérieur d'un vide. Il y a de la matière, ça c'est de la matière. De quoi est faite cette matière? Alors une chose qui intriguait pendant des décennies les astronomes, c'est cette raie verte. Parce qu'on la voit nulle part ailleurs. On ne connaissait pas cette raie-là. Donc on a appris à identifier les raies d'hydrogène, les raies de calcium, les raies d'oxygène. Mais celle-là, on ne savait pas l'identifier. Qu'est-ce que c'est? La première réaction qu'on a à ce moment-là, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, on donne un nouveau nom à cet élément. Cet élément s'appelait, à la fin du 19e siècle, le coronium. Alors, c'est un échappatoire, mais ça avait déjà bien marché une fois, parce qu'on avait, quelques années auparavant, découvert une raie étrange dans le spectre du Soleil, et puisqu'on ne savait pas quoi en faire, on a appelé cet élément qui devrait émettre cette raie l'hélium. Et l'hélium, comme vous savez, est un élément chimique qu'on connaît maintenant en laboratoire, parce que quelques années après cette découverte, on a découvert la raie d'hélium à partir d'un élément chimique qu'on pouvait avoir dans nos laboratoires, et on a compris que l'hélium est une réalité. Maintenant, le coronium. On est là dans une situation intéressante. Vous avez peut-être ce matin entendu l'exposé sur la matière noire. Ce n'est pas tout à fait différent. À certaines époques, on découvre des choses qui nous conduisent à penser qu'il y a peut-être une matière qu'on ne connaît pas encore. La matière noire, c'est une matière où différentes indications observationnelles nous disent qu'elle est là, mais nous ne savons pas en quoi elle consiste. Le coronium, ça émet cela. Est-ce qu'on sait quelque chose sur le coronium? Eh bien, la première chose serait de l'identifier dans le tableau de Mendeleïev. Le tableau de Mendeleïev, le tableau périodique des éléments chimiques, fut découvert au XIXe siècle par Mendeleïev, et
il donnait de l'ordre des éléments, de l'hydrogène, de l'hélium, du lithium, du beryllium et ainsi de suite, des éléments chimiques. On ne connaissait pas tous ces éléments-là à l'époque où le tableau était pour la première fois identifié, mais on pensait assez rapidement que si on voulait avoir un élément chimique réel, il devait être quelque part là-dedans. Alors, bien, où ? Il se trouve que là, on a une classification en poids. Ça, c'est l'élément le plus léger parce qu'il est constitué d'un proton, un électron qui tourne autour. Ensuite, l'hélium, 2 protons, 2 neutrons, un peu plus lourd. Et ensuite, jusqu'à l'uranium, qui est l'élément naturel le plus lourd. Donc, il y a un ordre là-dedans. Où se trouve le coronium ? Eh bien, une observation tout à fait élémentaire devait dire aux astronomes que le coronium était un élément plus léger que l'hydrogène, parce que, on voit la photosphère, elle est constituée largement d'hydrogène, ça on le savait à la fin du XIXe siècle. Et puis la couronne est beaucoup plus étendue, mais la pesanteur devrait ramener la matière de la couronne à la photosphère si elle était lourde. Elle ne peut pas être lourde, ce coronium ne peut pas être un élément chimique très lourd. Il doit être plus léger que l'hydrogène. Et ça, c'est une contrainte essentielle. Le coronium devrait être quelque part à gauche. Il n'a absolument aucune place dans ce tableau périodique. Donc le coronium, ça doit être autre chose. Il a fallu attendre les années 30, en fait l'année 1940, pour que le physicien suédois Edlen et un peu le physicien allemand Grotrian, trouvent l'idée de ce que c'est. Ils disent, ce n'est pas un nouvel élément, c'est un élément qu'on connaît bien, le fer, mais il n'est pas dans son état normal. Le fer, normalement, il a un noyau, il a des électrons qui tournent autour, et là, ça devrait être du fer qui a perdu 14 de ces électrons, 14 ou 15, je ne sais plus exactement, pas mal de ces électrons. Bien, donc on a avancé, on a trouvé l'élément, et on a trouvé pourquoi on ne le connaissait pas encore, parce que normalement, on ne voit pas le fer avec si peu d'électrons. Alors comment est-ce qu'on peut arracher des électrons au fer ? Donc je vous fais un petit dessin d'un modèle d'atome simple avec un noyau et un électron qui tourne autour. Comme une planète sur une orbite autour du noyau, c'est un élément, une imagination simple et pas tout à fait correcte de ce que c'est un atome, mais ça nous donne la possibilité de raisonner et ça nous aide à utiliser notre imagination. S'il y a un autre électron qui cogne cet atome à très grande vitesse, il va arracher l'électron. Donc, on sait comment on fabrique un ion dans l'atmosphère du Soleil, par exemple, c'est en cognant les atomes qui existent là avec des électrons. Très bien. Mais là, il y a une nouvelle question. Si on veut arracher 13, 14 électrons à un atome de fer, il faut les bombarder avec des électrons très très rapides. Et on peut traduire ça en température. Et le résultat est que si vous voulez expliquer cet ion du fer, il vous faut une température d'1 million de degrés. Alors maintenant, vous voyez la différence. La couche visible est à 6000 degrés, le gaz qui est au-dessus est à 4000 degrés. La source d'énergie du Soleil est en son centre. Et quand on s'éloigne de la source d'énergie, la température baisse. Quand je m'éloigne du radiateur, la température baisse. J'expérimente ça tous les jours dans mon labo. Et si la température baisse, la température de la couronne devrait donc être plus basse que la température de la photosphère. Le contraire est le cas. Quelque part, il y a une remontée de la température dans la couronne à 1 million de degrés. Ce n'est pas une petite remontée de 6000 degrés ou de 4000 degrés à 1 million de degrés. Donc une nouvelle question, on a résolu un énigme. Le coronium n'existe pas, c'est bien, il n'avait pas de place dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev.
On sait ce que c'est du fer, avec beaucoup d'électrons qui ont été arrachés. Et on a une nouvelle question, pourquoi est-ce que la couronne est si chaude? Et puisque d'autres observations qu'on a faites depuis confirment cette haute température de la couronne, c'est maintenant une réalité qu'il faut expliquer. Et donc, une grande question de la physique de l'atmosphère solaire actuellement est de comprendre pourquoi la couronne est chaude. Et ce n'est pas seulement le cas de la couronne solaire, c'est le cas de toutes les autres étoiles qui sont similaires au Soleil. Et il y a beaucoup d'étoiles comme ça qui sont similaires au Soleil. Toutes ces étoiles-là ont des couronnes qui sont plus chaudes que leur photosphère. Pourquoi? Donc, si vous regardez les images de la couronne, vous avez en lumière visible et vous avez ultraviolet, rayons X, ondes radio, et vous avez un diagramme de température qui décroît de 6000 à 4000 degrés et ensuite ça remonte à 1 million de degrés. Ici, on est à la Terre, on est à quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de degrés en dehors de l'atmosphère, du champ magnétique de la Terre. Une chose qui frappe et qui va finalement être une clé à la réponse, quand on regarde la couronne solaire, on voit tout de suite qu'elle se distingue à différents égards de la photosphère. La photosphère est vraiment ronde. Elle est cachée ici par la Lune, mais la photosphère est ronde. C'est une sphère. La couronne n'est pas ronde du tout, elle est allongée là, elle a des espèces de raies, elle est aplatie là, elle a des striures là qui ressemblent fortement au champ magnétique d'un aimant tel qu'on le met en évidence dans l'expérience de l'école avec la limaille de fer qu'on saupoudre sur un papier qu'on pose au-dessus de l'aimant. Donc on a une polarité nord, une polarité sud de l'aimant et on a la limaille de fer qui illustre les lignes de force du champ magnétique qui vont d'une polarité à l'autre. Et là, ça ressemble drôlement à cette région-là. Et effectivement, le Soleil a un champ magnétique, on le mesure maintenant, je ne peux pas en parler en détail, mais ça, c'est vraiment des structures, ce sont des structures qui sont générées par le champ magnétique. Donc, le Soleil a un champ magnétique. Alors, comment est-ce qu'on chauffe cette couronne? Quand nous voulons chauffer une casserole d'eau, nous savons comment nous y prendre. Par exemple, avec ce modèle de cuisinière. Alors, vous posez votre casserole d'eau sur la cuisinière, sur la plaque, et vous allumez la plaque. Et vous allez chauffer la casserole d'eau. Et si la plaque a une bonne température, de l'ordre de 100 degrés, vous allez arriver à faire bouillir l'eau. Et ça, c'est important de réaliser que vous allez faire bouillir l'eau quand la plaque a la température effectivement qu'il faut pour faire bouillir l'eau. Vous ne pouvez pas faire bouillir l'eau si vous chauffez la plaque à 50 degrés. Ça ne marche pas, il vous faut 100 degrés. Alors, le mécanisme qui agit ici est que vous avez la conduction électrique ou conduction de chaleur. Vous chauffez cette plaque, vous mettez dessus la casserole qui est métallique et qui conduit donc la chaleur et peu à peu vous la chauffez à la température qu'il faut pour que l'eau qui est dedans soit portée à ébullition. Le problème dans la couronne est plus difficile. Nous avons certes une couche superficielle qui est chaude, 6000 degrés, mais avec 6000 degrés, vous n'arriverez jamais à chauffer une couronne à 1 million de degrés par conduction. Ça, c'est comme si vous vouliez mettre sur votre plaque électrique à 10 degrés une casserole d'eau et que vous espériez qu'un jour, l'eau serait arrivée à 100 degrés. Vous savez que ça ne marche pas. Il vous faut une température équivalente. Donc, ce mécanisme-là ne marche pas. Vous ne pouvez pas avoir une photosphère chaude qui chauffe la couronne. La photosphère n'est pas si chaude que ça. Donc, il faut autre chose. Mais là encore, les cuisinières nous donnent une idée, parce que j'ai un autre modèle en stock, là. Pardon. Aujourd'hui, nous n'avons plus... Souvent, nous n'avons plus les cuisinières électriques, mais les cuisinières à induction.
Et la cuisinière à induction fonctionne d'une façon différente. Vous avez sous votre plaque de cuisson des bobines de courant par lesquelles vous générez un champ magnétique variable. Et là-dessus, vous posez votre casserole, une casserole particulière avec un fond assez épais, et le champ magnétique variable, ici, va induire des courants électriques dans la casserole qui va de ce fait-là s'échauffer et porter l'eau à ébullition. Donc, la clé de la plaque d'induction est que vous générez un champ magnétique variable, et celui-là crée des courants plus hauts. Et nous ne savons pas, mais nous pensons qu'une possibilité de chauffer la couronne est similaire à ce principe de la casserole à induction, parce que nous voyons dans la photosphère qu'il y a effectivement de quoi générer un champ magnétique variable dans la couronne solaire qui pourrait induire des courants qui chauffent localement. Et nous savons cela. Bon, nous pouvons nous en douter. Le Soleil est un gaz, donc ça ne va pas être quelque chose de rigide comme un aimant. Donc si nous avons du champ magnétique qui émane du corps du Soleil, nous allons avoir un champ magnétique variable. Mais quand nous regardons la photosphère du Soleil avec un télescope, celui-là était au pic du Midi dans les années 1980, nous voyons que la surface du Soleil a cette structure granulaire. Et cette structure granulaire montre les mouvements du gaz. Vous allez voir une animation qui vous montrera cela. Donc c'est une réelle observation, ce n'est pas un dessin, c'est une magnifique observation des collègues du pic du Midi dans les années 80. Vous voyez là que la surface du Soleil, elle est un peu comme une casserole d'eau en ébullition ou comme du caramel avec des petites structures qui montrent la montée de gaz chaud et la descente de gaz froid. Le champ magnétique qui est là-dedans est forcément variable. Le champ magnétique passe par là et entre dans la couronne pour faire cette forme qui n'est pas du tout sphérique. Il est tout le temps agité, sa base est tout le temps agitée. Et c'est exactement le même principe que la plaque de cuisson. Vous avez un champ magnétique variable et vous pouvez utiliser cette variation du champ magnétique. Le champ magnétique vient de l'intérieur du Soleil, il va dans la couronne. Si vous avez un champ magnétique que vous agitez tout le temps par ces mouvements ici, vous allez développer des ondes, comme on dit, et ces ondes, c'est la même chose que les ondes que vous agitez, que vous déclenchez sur une corde, que vous secouez. Donc, le champ magnétique va être très variable dans la couronne, et avec ça, on peut espérer dissiper des courants, c'est-à-dire chauffer localement le milieu, et certaines théories disent que c'est ainsi qu'on peut chauffer la couronne à 1 million de degrés, voire plus. Certaines théories, nous ne savons pas si c'est vrai. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. C'est actuellement une des idées pour chauffer la couronne, mais il faut avouer que nous ne savons pas actuellement pourquoi la couronne est si chaude. Nous n'avons pas une réponse très claire, nous avons quelques possibilités. Donc le Soleil qui est très proche nous pose encore quelques problèmes qu'on est loin d'avoir résolus. Ce n'est pas le seul. Nous savons maintenant que la couronne est très chaude. Alors, vous savez aussi qu'un gaz qui est très chaud, si on ne l'enferme pas, il va se répandre dans toute la pièce. Ou bien si vous avez une pièce chaude en hiver et vous ouvrez la fenêtre, la chaleur va s'échapper. Donc, un gaz chaud exerce ce qu'on appelle une pression. Un gaz chaud essaye de se diluer dans tout l'espace disponible. Est-ce que la couronne fait pareil? On a d'abord pensé qu'on peut peut-être faire abstraction de cette réflexion où
Évidemment, avant de savoir que la couronne était à 1 million de degrés, elle ne se posait pas. On pensait que la température allait décroître au-delà des 4000 degrés vers une très basse température et que le Soleil était un gaz qui était entièrement maintenu par sa pesanteur. La couronne chaude pose un nouveau problème. Il y a cette pression-là. Est-ce que la gravitation peut toujours maintenir cette pression-là? Alors, un chercheur qui s'est posé cette question-là quand il était jeune chercheur est l'Américain Eugene Parker, qui était physicien et qui est toujours physicien à l'Université de Chicago. Maintenant, il est émérite. Ça, c'est le Parker à la fin des années 1958. C'est le Parker il y a 2 ans. Mais il est toujours actif, ce monsieur extrêmement remarquable. Il a dit, est-ce que la couronne peut être en équilibre? Et il a fait des petits calculs. Et ces calculs lui ont montré non. La pression est telle que la gravitation du Soleil ne va jamais retenir la couronne. Donc, la couronne doit s'étendre, il doit y avoir un flot continu de gaz, hydrogène et hélium, dans l'espace interplanétaire qui emplit tout l'espace interplanétaire. Il a montré cela par des calculs. Mais j'aime bien le résumé de son article parce qu'il est extrêmement modeste. Il ne dit pas « Oyez, braves gens, je viens d'inventer quelque chose d'extraordinaire ». Il dit « Je voudrais vérifier l'idée qui a été mentionnée par tel et tel collègue, physicien Biermann, comme quoi il y aurait un écoulement continu depuis le Soleil, et ce collègue l'avait trouvé à partir d'observations. Il avait vu des queues de comètes, et dans ces queues de comètes, il avait vu des choses qui lui suggéraient que le Soleil devait en permanence s'écouler dans l'espace interplanétaire. Donc Parker fait des calculs, il obtient plusieurs résultats remarquables, dont le premier est que la couronne ne peut pas tenir au Soleil, elle ne peut pas être retenue au Soleil par la gravitation, il faut qu'elle s'étende dans l'espace interplanétaire. Il donne un nom à cela, il dit « ça, je l'appelle le vent solaire ». Et nous appelons tous cela le vent solaire aujourd'hui. Le nom de Parker apparaît à plusieurs reprises à des étapes clés de la physique solaire. Il n'a jamais eu le prix Nobel, ce qu'on peut contester, et je le contesterai, mais qui m'écoute. Mais il est un des rares qui a une sonde spatiale qui porte son nom, de son vivant, Parker Solar Probe, dont je vais vous parler tout à l'heure, et qui est en route vers le Soleil. Alors, Parker a dit en 1958 qu'il doit y avoir un vent solaire. À l'époque, on commençait l'exploration spatiale avec les premières fusées, mais on ne pouvait pas quitter le champ magnétique de la Terre. Donc on ne pouvait pas observer le vent solaire parce que le vent solaire ne peut pas entrer dans le champ magnétique de la Terre. Il devait s'écouler autour de la Terre. Mais quand les premières sondes soviétiques puis américaines ont quitté en 1961 le champ magnétique, ils ont bien vu qu'il y a un flot continu de matière. Il n'est pas très dense ce flot. Au niveau de la Terre, c'est 5 particules par centimètre cube en temps normal. C'est très peu, mais il est bien là. Parker avait raison, après sa réflexion, sur la haute pression de la couronne solaire. Et quand on lit cela aujourd'hui, on se dit, mais évidemment, ça doit être comme ça. Mais à l'époque, c'était vraiment une rupture des idées qu'on avait sur l'atmosphère solaire. Alors aujourd'hui, avec les images de satellites, on peut voir le vent solaire. Ici, vous verrez une animation. Ça, c'est une image du Soleil à partir de la sonde américaine stéréo. Vous voyez des structures comme vous les voyez lors d'une éclipse. Le Soleil lui-même n'est pas dans l'image, il est en haut à droite. Mais ce qui est dans l'image, c'est beaucoup d'étoiles et la comète Encke. Et quand on regarde les observations au cours du temps, on voit quelque chose d'intéressant qui est en fait le type d'observation qui avait fait dire à Biermann qu'il devait avoir un flot continu de matière. Vous voyez
que la queue de la comète flotte comme un drapeau. Tout à l'heure, vous avez vu le drapeau sur la Lune. Le drapeau sur la Lune qui avait des vagues, mais ces vagues ne peuvent pas exister sur la Lune parce qu'il n'y a pas de vent, donc c'est quelque chose de rigide. Ici, on voit que ça flotte comme un drapeau, c'est-à-dire si le drapeau flotte, c'est qu'il y a du vent. Si la queue de la comète fait ces mouvements-là, il doit y avoir un mouvement permanent de gaz, un écoulement permanent de gaz de la couronne, et on le voit d'ailleurs très bien dans cette image. Ça, c'est une image ou un film de 2006. En 1958, on ne disposait pas de ces observations-là, donc c'est des observations beaucoup plus parcimonieuses qui ont fait dire aux physiciens des années 1950, il y a peut-être un écoulement là, et ce peut-être a été transformé en théorie fondée par Parker et confirmée par les observations. Donc, il y a bien un vent solaire, et nous savons aujourd'hui que ce vent solaire s'écoule jusqu'à à peu près 100 fois la distance Soleil-Terre, donc bien au-delà de l'orbite de Neptune et de Pluton, et il emplit une bonne partie du système solaire au-delà des planètes. Donc on a fait de nouveau des progrès, on a compris qu'il y a un vent solaire et on sait comment ce vent solaire dépend de la température, ça c'est les calculs de Parker. Je vous montre une figure, l'image n'est pas très bonne, qui montre les prévisions de Parker. Et ce que Parker dit, c'est que si la couronne a une température de 2 millions de degrés, la vitesse du vent solaire à la Terre devrait être de 400 km par seconde, et c'est pile ce qu'on observe, presque. À ceci près qu'on a découvert aussi, dans les années 1970, qu'il y a un vent solaire qui est beaucoup plus rapide, qui s'écoule à 800 km par seconde, et ça, on l'appelle le vent solaire rapide, ce n'est pas très imaginatif, mais ce vent solaire rapide, on sait d'où il vient. Quand on regarde la couronne en rayons X ou en ultraviolet, on voit des structures. On voit par exemple ces régions qui sont sombres. Ça, ce sont des régions qui manquent de matière. Il y a moins de matière ici que là, et c'est pour ça que ces régions sont sombres. Et pourquoi est-ce qu'il manque de la matière? Eh bien parce que le vent solaire rapide l'emporte dans l'espace interplanétaire. Et si Parker avait raison sur toute la ligne, il faudrait dire d'ici vient un vent solaire à 800 km par seconde. Regardons quelle température Parker préconise pour que le vent solaire ait 800 km par seconde. La température est de 5 millions de degrés. Et la température ici, qu'on peut mesurer maintenant à travers de l'analyse des émissions X et ultraviolet, cette température n'est pas de 5 millions de degrés, elle est de 1 million de degrés. Donc de nouveau, nous ne savons pas pourquoi le vent solaire est si rapide. Alors, comment est-ce qu'on peut progresser ? Le Soleil est une étoile qui nous permet d'aller, peut-être, relativement près et de mesurer sur place. Maintenant, on ne va pas débarquer sur la surface du Soleil, ça serait assez inconfortable. Et évidemment, la surface est gazeuse et aucun objet matériel tiendrait. Mais on pense qu'on peut aller à une distance de 30 rayons solaires, ou peut-être de 10 rayons solaires. Et la sonde qui va faire cela, c'est la sonde Parker Solar Probe de la NASA qui a été lancée en 2018. Donc, elle part de la Terre et elle va s'approcher du Soleil finalement à une distance de 10 rayons solaires. Le Soleil est à 215, la Terre est à 215 rayons solaires du Soleil. Donc la sonde va s'approcher au Soleil à 1/20 de la distance Soleil-Terre. Et on peut se dire, c'est simple,
parce qu'on lance une sonde, ensuite la gravitation du Soleil va l'attirer et on va la mettre dans cette orbite, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas simple, parce que si la sonde tombait toute seule vers le Soleil, la Terre tomberait toute seule vers le Soleil aussi. La Terre tourne autour du Soleil parce qu'elle a une grande vitesse qui est telle que la force centrifuge est équivalente à la force de gravitation. Et donc, si vous voulez envoyer une sonde spatiale vers le Soleil, il faut freiner énormément, et aucune fusée n'est capable de faire cela actuellement. Donc, ce qu'on fait, c'est de lancer la sonde vers Vénus et de la faire passer à la bonne distance, au bon endroit de Vénus, pour que Vénus fasse le travail pour nous. La gravitation de Vénus fasse le travail et dévie la sonde. Et on fait ça 7 fois. Et c'est vraiment de l'orfèvrerie, cette ingénierie spatiale qui détermine des orbites de façon que je lance une sonde aujourd'hui, en 2018, et en 2024, elle va être au bon endroit autour du Soleil. C'est absolument impressionnant. Pour moi, c'est impressionnant, ce savoir-faire des gens qui calculent ces orbites. Et on peut leur faire confiance, ça a déjà marché dans d'autres contextes, seulement on n'est jamais allé si près du Soleil. Alors c'est une sonde de la NASA, mais pour faire justice à mes collègues à Orléans et au laboratoire de l'École polytechnique, je dois dire que les seuls instruments étrangers qui sont dessus sont les leurs. Ils ont contribué aux instruments, donc c'est de nouveau une collaboration internationale qui, avec la NASA, est plus la règle que l'exception, et ça marche très bien. Donc, nous sommes un peu associés à cela, et je pense que les collègues ont de quoi être fiers. Les Européens ont un projet qui complétera cette sonde et qui a sa justification indépendante. On n'ira pas jusqu'à 10 rayons solaires, mais jusqu'à 60 rayons solaires, avec une mission qui s'appelle... qui s'appelle Solar Orbiter et dont nous espérons qu'elle sera lancée l'année prochaine. Et cela fait une approche tout à fait semblable en se servant de la gravitation de Vénus. Elle a d'autres instruments, elle a aussi des instruments qui font de l'imagerie, donc les deux sondes devraient bien se compléter et on peut espérer que dans les années à venir, on aura des données tout à fait inédites pour comprendre le Soleil. Le Soleil est donc une étoile qui nous est proche et dont on pourrait dire qu'on a presque tout compris. J'espère que je vous ai convaincu qu'on n'a pas tout compris. On a un certain nombre de questions qui sont des questions qui se posent au Soleil, qui se posent aussi à d'autres étoiles, et le Soleil est le terrain de choix pour répondre à ces questions-là, parce que nous pouvons nous en approcher, nous pouvons mesurer la densité des particules, la température, la vitesse du vent solaire près du Soleil, c'est-à-dire près des sources d'accélération, et mieux comprendre comment ce système marche, et aussi mieux comprendre comment se déclenchent les perturbations qui affectent la technologie dans notre environnement spatial. Donc je pense qu'il y a une décennie de résultats extrêmement intéressants sur cette étoile qui nous semble familière, qui ne l'est peut-être pas autant, et qui en tout cas est un sujet de physique extrêmement patient selon mon humble avis. Je vous remercie de votre attention. Des perturbations qui arrivent sur la Terre venant du Soleil. On parle beaucoup des perturbations qui sont possibles sur les ordinateurs, les mémoires et tout ça. C'est réel ou c'est vraiment exagéré?
Les perturbations solaires ne vont pas affecter les ordinateurs que nous avons sur Terre. En revanche, il y a ce qu'on appelle le rayonnement cosmique. C'est des particules de haute énergie qui viennent de l'univers, pas du Soleil, parfois du Soleil, mais en permanence de l'univers, et qui peuvent effectivement faire des interactions avec des pièces électroniques. Par exemple, si vous vous intéressez à la conduite automatisée des voitures, les grands constructeurs de voitures s'intéressent à cela, on est obligé d'étudier dans quelle mesure ces automatismes sont vulnérables par rapport à des particules énergétiques qui peuvent détruire des composantes ou affecter des composants. Donc c'est un sujet effectivement qui ne concerne pas forcément le fonctionnement fondamental des ordinateurs, mais qui concerne un des risques potentiels de la conduite automatisée. Et les grands constructeurs s'en occupent. C'est d'autant plus important comme risque que les pièces électroniques deviennent de plus en plus miniaturisées. Et avec un rayon cosmique, on peut faire plus de dégâts sur une pièce actuelle qu'il y a 20 ans. Donc il faut considérer ça, et les gens compétents le considèrent. Bonjour, merci pour votre conférence. La région à 1 million de degrés ou alors éventuellement les jets coronaux, est-ce qu'ils pourront affecter justement les 2 sondes qui vont être envoyées ou voilà, est-ce que la région à 1 million de degrés, jusqu'où à peu près elle s'étend sur le Soleil? Oui, c'est une question tout à fait naturelle. On a l'impression... On ne va pas aller dans une région à 1 million de degrés, mais quand même dépassant 100 000 degrés. Donc on met un objet dans une température de 100 000 degrés et on ne peut pas s'imaginer comment ça marche. Mais voyez une différence. Vous mettez votre main dans un verre d'eau, ne le faites pas, hein, dans un verre d'eau à 100 degrés, ça ne fait pas du bien. Mais si vous tenez votre main dans un four à 100 degrés, et que vous ne la laissez pas une éternité à l'intérieur, vous n'allez pas avoir de lésions. Donc si le milieu dans lequel vous vous trouvez est très très dilué, il peut être à haute température sans que vous détruisiez immédiatement l'objet que vous introduisez dedans. Donc c'est le cas de la région que Parker Solar Probe et Solar Orbiter vont fréquenter. Il a quand même fallu des études sur l'écran qu'on utilise. Les instruments sont derrière un bouclier thermique et trouver le matériau adapté pour ce bouclier thermique était une question de recherche qui a duré des années. Et le four d'Odeillo dans les Pyrénées a joué un rôle important dans cette recherche-là. Mais on pense maintenant que le bouclier devrait tenir. Je serai en retraite quand ça arriverait, donc je ne suis plus obligé de vous répondre si ça marche mal. Mais ça devrait marcher, je pense qu'on peut espérer que ça marche. Mais la raison physique fondamentale pour laquelle ça a une chance de marcher, c'est qu'on est dans un milieu très dilué, équivalent au four à 100 degrés, dans lequel on peut tenir sa main sans avoir de lésions. Les jets coronaux, c'est pareil, c'est un peu plus dense que le reste. Vous avez raison, c'est ces structures allongées qu'on voit émaner du soleil lors d'une éclipse, que vous avez sans doute vu sur le cliché d'éclipse. C'est un peu plus dense, mais c'est toujours très, très, très peu dense. Au soleil, à la base, ça a la densité de l'atmosphère terrestre à 400 km d'altitude, donc c'est peu de choses. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecer a Carl la conferencia. Aquí tienes los meteoritos. Un breve descanso y continuamos ya con la última conferencia.